Le FC Nantes joue sa survie. À quelques matchs de la fin, les Canaries sont en grand danger. Entre résultats pas du tout à la hauteur, changement de coach incessant et les supporters qui n'encouragent même plus leurs propres joueurs, cette saison a tout d'un cauchemar. Mais alors une question se pose, est-ce que le FC Nantes va tout de même réussir à se maintenir en Ligue 1 ou une descente en Ligue 2 est inévitable? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça prend 2 secondes et ça me soutient énormément. On est parti. Mais avant de parler de maintien, il faut comprendre comment le FC Nantes en est arrivé là. Parce que c'est vrai qu'en début de saison, on ne pensait pas qu'on allait vivre une saison aussi compliquée, aussi catastrophique. Vraiment, honnêtement, avec l'arrivée de Luis Castro en juin-juillet, on se disait, ah, enfin quelque chose, un coach qui va proposer du jeu, qui va avoir des vraies idées, qui va pouvoir construire quelque chose ici sur le long terme, parce que c'était ça le projet. L'Equita annonce l'arrivée de Luis Castro, on nous annonce un projet moyen long-termiste qui est assez différent de ce qu'on a connu ces dernières années au FC Nantes. Mais donc, quand Luis Castro arrive, on est tous optimistes et certains, parmi les supporters nantais et parmi les joueurs, même s'autorisent même à rêver. Comme Mostafa Mohamed, je me souviens, il avait déclaré en début de saison que cette année, le FC Nantes allait jouer les places qualificatives pour les compétitions européennes. Malheureusement, l'avenir ne lui a pas donné raison, hein. Malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis supporter nantais évidemment, mais j'aurais bien aimé, mais donc non. Parce que faut nous comprendre, nous en tant que supporter nantais, on peut se dire, on s'enflamme un peu pour rien. Alors oui, un petit peu, même si moi je faisais pas partie de ceux qui pensaient qu'on allait voir une compétition européenne en fin de saison. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on allait faire une saison un petit peu mieux que d'habitude, qu'on n'allait pas jouer le maintien jusqu'à la dernière seconde, qu'on allait être ventre mou avec Luis Castro. Malheureusement, pas du tout. Mais donc, faut nous comprendre, hein, le dernier projet qu'on avait vu, c'était en 2023 avec Pierre Aristoui, qui était resté à peine 6 mois coach du FC Nantes. Et avant, il faut remonter à bien longtemps et je ne connaissais pas assez, je ne suivais pas assez assidûment le FC Nantes pour vous en parler. Mais donc, quand Castro arrive, on se dit, il va pouvoir proposer du jeu comme il l'avait fait à Dunkerque en Ligue 2 la saison dernière. Il avait vraiment réussi à transformer cette équipe dunkerquoise en une équipe vraiment compétitive qui s'est battue pour la montée jusqu'à la fin de saison et qui malheureusement n'est pas réussi à monter en Ligue 1. Mais ce qu'il avait fait à Dunkerque, je me disais qu'il pouvait le faire à Nantes. L'effectif était meilleur, etc. Malheureusement, le mercato n'a pas été à la hauteur, avec seulement 4 millions d'arrivées environ, pour plus de 30 millions de ventes. Et dans les 30 millions de ventes, certes, il y a les 20 millions environ de Nathan Zézé qui pèsent beaucoup. Peut-être c'était plutôt 15, mais voilà. Mais surtout, c'est des cadres qui sont partis. Avec Moses Simon, évidemment, Douglas Augusto, Pedro Chirivella. Lafont est parti en prêt, ça c'est un peu moins grave, mais Nicolas Palois est parti. Genre vraiment, c'est des cadres, Jean-Charles Castelletto et j'en oublie plein. Vraiment, il y a eu un renouvellement d'effectifs assez hardcore qui, je trouve, n'a pas été bien fait parce qu'on s'est clairement diminué. Et je ne le dis pas après à connaissance de cause, non. Non, au niveau du mercato, au moment, la fin du mercato, donc le 31 août ou 1er septembre, je disais qu'on s'était vraiment diminué et qu'on n'avait pas réussi un bon mercato, qu'on s'était diminué et non renforcé, ce qui est normalement l'objectif d'un mercato. Mais donc, c'est avec cette équipe qui n'est vraiment pas au niveau Ligue 1, qui manquait d'automatisme, que Luis Castro va démarrer la saison. Et elle va démarrer assez mal, avec seulement une victoire en 5 matchs pour le coach portugais. Et on pouvait se dire au début, oui, c'est les débuts du coach, on voit des choses positives, on n'encaisse pas trop de buts, parce que c'est vrai, dans les 5 premiers matchs, on était une des meilleures défenses de Ligue 1. On n'encaisse pas trop de buts, on voit des bonnes choses, etc. On pouvait associer ça au début du coach en Ligue 1. Malheureusement, cette mauvaise dynamique, elle a continué jusqu'à la fin de son mandat, si je puis dire, parce qu'il a été viré en décembre avec un pauvre bilan de 15 matchs pour seulement 2 petites victoires, 5 matchs nuls et 8 défaites. Ce qui est évidemment un bilan catastrophique, famélique et qui ne suffit pas pour se maintenir en Ligue 1, évidemment. Donc, il a été remercié. C'était mi-décembre, il me semble, juste avant un match. Le timing était catastrophique, mais bref, ça je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Mais donc, il est viré et certes, les résultats étaient mauvais, mais je trouve qu'il aurait fallu lui laisser un peu plus de temps. Parce que je pense que Luis Castro, c'était vraiment l'homme qu'il nous fallait, même si les résultats étaient catastrophiques. Et je suis bien d'accord que ce n'était pas ce qu'on attendait de lui. On attendait plus, même dans le jeu.
parce que les résultats n'étaient pas là, mais si le jeu était là, pourquoi pas? Mais non, là, il n'y avait rien, ni les résultats, ni le jeu, donc je suis d'accord. Mais je pense que si on l'avait laissé plus de temps, au moins jusqu'à fin février, histoire qu'il puisse créer quelque chose avec les nouvelles recrues hivernales, parce qu'il y a eu énormément de mouvements au mercato hivernal. Je pense que si on lui avait laissé le temps de se familiariser avec les nouvelles recrues, d'avoir à peu près 2 mois de plus, bah, ça aurait pu créer quelque chose. Et je suis déçu. Et moi, je pense qu'il aurait dû avoir un peu plus de temps. Même si je suis complètement d'accord pour dire qu'il a vraiment fait pas du bon boulot lorsqu'il était là. Mais donc, pour le remplacer, les dirigeants nantais, l'Equita, ont amené Ahmed Kantari, qui était l'adjoint d'Antoine Comboiré la saison dernière. Donc évidemment, ça n'a pas enchanté les supporters nantais, hein. La nouvelle n'a pas du tout enchanté les supporters nantais parce que avec Kantari, on savait qu'on allait avoir droit à la défense à 5 face au dernier du championnat à domicile. Et là, non, s'il te plaît. Bref, lui, les résultats vont pas être bons, hein. Il aura qu'un seul coup d'éclat, ça sera sa victoire au Vélodrome. Malheureusement, c'était vraiment une très bonne performance, mais malheureusement, on ne reverra jamais cette équipe qui était vraiment solide, soudée, avec des automatismes. Vraiment, j'ai jamais revu cette équipe et je ne comprends pas comment ça peut autant changer d'un match à l'autre. Mais du coup, son seul et unique coup d'éclat, ça sera cette victoire face à l'Olympique de Marseille. Et il sera viré en mars, après 10 matchs en étant coach nantais, avec seulement 3 victoires pour le reste de défaites. Aucun match nul, 0 match nul à l'actif de Ahmed Kantari à la tête du FC Nantes. Vraiment 3 victoires et 7 défaites pour Ahmed Kantari. Et c'est pour stopper cette spirale négative que le FC Nantes a décidé de changer une nouvelle fois d'entraîneur. Et donc c'est en ce 10 mars 2026 que Vahid Halilhodžić est nommé entraîneur du Football Club de Nantes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien footballeur professionnel qui a notamment joué au FC Nantes et au PSG dans les années 80. Il a ensuite fait une grande carrière d'entraîneur en coachant des clubs comme Lille, le PSG, le Dynamo Zagreb, mais aussi des sélections nationales comme celle du Japon, de la Côte d'Ivoire ou encore du Maroc. Un grand monsieur donc qui avait déjà coaché le FC Nantes par le passé, c'était en 2018 où il avait réalisé un passage plutôt mitigé mais tout de même plus réussi que raté, on va pas se mentir. Et c'est donc en 2026 qu'il revient pour sauver son club de cœur. Il l'a dit en conférence de presse qu'il avait refusé plusieurs offres, mais que quand le FC Nantes était venu toquer à sa porte, il n'avait pas pu refuser. Donc ça fait plaisir. Ça montre que c'est vraiment un passionné qui va vraiment tout donner jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la dernière seconde, pour sauver le club d'une relégation qui pourrait être fatale. Mais donc le club le sort de la retraite et c'est littéralement ça. Il a 73 ans et il n'avait pas coaché un club ou une sélection nationale depuis 2022. Donc forcément, c'est un pari risqué et ça peut s'avérer comme un pari complètement raté. Mais on ne sait jamais, on prend le risque parce que de toute façon, est-ce qu'on avait vraiment le choix? Notre seul autre choix de secours, c'était Antoine Comboiré, ce bon vieux Antoine, sauf qu'il était déjà pris par le Paris FC, donc on n'avait pas le choix. On devait faire revenir coach Vahid. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de Vahid? Qu'est-ce qu'il va proposer? Faut déjà savoir que lui, ça va pas être du Pep Guardiola Prime, tiki-taka, 1-2, je te la remets, triangle. Non, ça va être une défense solide, rigoureuse et des contre-attaques avec des joueurs vraiment rapides, les décisifs, létals devant le but adverse. Petite pensée pour cet attaquant létal devant le but adverse qui était Emiliano Sala lors du passage de Vahid Halilhodžić en tant que coach du FC Nantes en 2018. Paix à son âme, vous savez toute cette histoire, comment ça s'est terminé. Mais bon, reprenons. Un mot pour définir le football de coach Vahid, pragmatique. Il faudra pas s'attendre à du beau jeu. Voilà, il va falloir s'attendre à de la rigueur, de la solidité défensive et comme je l'ai dit, des contres. Alors évidemment, on va pas énormément s'amuser devant les matchs, mais au moins, je pense que ça peut faire le travail pour une mission comme celle-là. Parce que de toute façon, on le sait bien, ce qui compte dans des situations comme celle-ci, où on se joue pour le maintien, où c'est vraiment catastrophique la situation dans laquelle on est, les tactiques n'est pas si important parce que c'est le mental qui compte. Et ça, c'est un aspect bien trop sous-estimé. Et quand le mental d'une équipe est à zéro, même t'as beau être un bon joueur, les résultats vont pas suivre. Alors que si tu es une équipe moyenne, mais que le moral est au beau fixe parce que tu réalises
une très bonne saison, et bah, tu vas continuer d'enchaîner les victoires. La preuve, Le Mans, alors moi, loin de moi l'idée de dénigrer Le Mans, ce qu'ils font en Ligue 2, c'est incroyable, mais ils n'étaient pas du tout préparés à jouer la montée cette année, hein. On rappelle, Le Mans en Ligue 2, ils viennent de monter, ils étaient en National l'année dernière, et bah, ils se voient jouer les premiers rôles en Ligue 2 et jouer la montée. Alors qu'ils n'avaient pas du tout un effectif taillé pour ça en début de saison. Ils ont fait un gros début de saison, ils ont continué sur cette lancée, et voilà, et ça c'est vraiment l'aspect mental. Mais donc, Vaïd, est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'il va nous permettre de nous maintenir? Rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il va apporter de la rigueur et de l'intensité physique dans les duels. Parce qu'on l'a vu dès les premiers entraînements avec coach Vaïd, il y a vraiment de la rigueur. Les joueurs, ils font que courir. Ils étaient fatigués à la fin de l'entraînement, mais ils font que courir. Et ça va un petit peu de changer de l'ancien coach parce que j'ai l'impression qu'avec Ahmed Kantari, les joueurs étaient un petit peu en dilettante. Et un mec comme Vaïd Halilodzic, qui a vraiment du caractère, plus qu'Kantari, qui a du charisme par son passé, mais par sa prestance, je pense que les joueurs, ils vont un peu se tasser devant ce grand monsieur qui est Vaïd Halilodzic et ils vont respecter son autorité et vraiment se donner à fond. En tout cas, je l'espère. Maintenant, ceux qui espéraient le voir rester après la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, bah ça sera non. Il l'a dit lui-même en conférence de presse. Pour lui, à Nantes, ça sera 9 matchs, pas plus. Mais alors la question c'est concrètement, est-ce que le Football Club de Nantes peut se maintenir en Ligue 1? Il reste que 9 matchs avant la fin de la saison pour le FC Nantes. Alors oui, quasiment tous les clubs de Ligue 1, il ne leur reste que 8 matchs. Mais le PSG et Nantes, il leur en reste 9 à cause d'un match reporté. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, il reste 9 matchs au Football Club de Nantes pour tenter de se maintenir dans cette saison pourtant si catastrophique. Il y a encore un espoir de se maintenir. Et cet espoir, c'est d'atteindre la 16e place, la place de barragiste, actuellement gardée par l'AJ Auxerre qui ont 2 points d'avance sur l'FC Nantes. Nantes en a 17 et Auxerre 19. Donc ouais, pour ceux qui pensaient qu'avec l'arrivée de Vaïd Halilodzic, on allait pouvoir remonter hors des 3 derniers, aller 15e, 14e, etc., vous rêvez complètement. Voilà, je vous le dis, pleine face, oui, aucune honte à ça. C'est complètement un rêve, ça n'arrivera pas. C'est une utopie. On n'est pas trop dans une utopie pour l'instant. Voilà. Je préfère vous dire, c'est carrément impossible d'atteindre la 15e place de Ligue 1. Elle est actuellement occupée par l'OGC Nice, je crois, et ils sont à 27 points. Ils ont 10 points d'avance sur nous à 9 journées de la fin. On ne les atteindra jamais, hein. C'est clairement un rêve. Ceux qui pensent arriver à cette 15e place en fin de saison pour le FC Nantes, c'est un rêve. Ça n'arrivera pas. Notre seule possibilité de se maintenir, c'est finir 16e et gagner les barrages face à une équipe de Ligue 2 qui aura gagné ses barrages juste avant pour cette équipe. Voilà, c'est notre espoir. Et dans ces 9 matchs, on va affronter Metz et on va affronter Auxerre. Nos deux concurrents principaux, nos deux seuls concurrents, honnêtement, pour cette 16e place. Metz, qui est 14e, je vous mets le classement, qui est 18e, mais avec 14 points. Donc 3 points derrière nous. Et Auxerre, qui sont 16e, mais avec 19 points, donc 2 points d'avance sur nous. On les affronte, ces deux clubs, on les affronte là dans les 9 derniers matchs et on les affronte d'affilée en plus. Je crois que là, les prochains matchs, c'est Strasbourg, Metz et Auxerre ou Strasbourg, Auxerre, Metz. Ouais, mais je crois que c'est Strasbourg, Metz et Auxerre. Mais bref, on affronte les deux clubs contre qui on veut les affronter. Clairement, comme ça, on a le choix. C'est pas parce qu'on pourrait faire, je sais pas moi, imaginons une victoire, mais en même temps, Auxerre fait une victoire. Donc en fait, ça ne change rien comptablement. Même si potentiellement on éloigne Metz, si Auxerre gagne en même temps que nous, ça ne change rien. Là, on les affronte et le match face à Metz et le match face à Auxerre, ça sera les deux piliers, les deux moments clés de la fin de saison. Si on ne gagne pas ces deux matchs, on peut quasiment dire adieu au maintien. Parce que, ouais, il faut 6 points en fait. Sur ces deux rencontres, il faut 6 points. Sinon, le maintien est quasiment impossible. Moi, je pense que Vaïd Halilodzic va ramener quelque chose de bien, je sais pas, il va amener un nouveau climat, quelque chose de plus rigoureux, etc. Je pense que ça va faire du bien aux joueurs, mais est-ce que ça va être suffisant pour atteindre la 16e place? Je ne sais pas. Je vous mets à l'écran maintenant le calendrier, donc les 9 prochains matchs, les 9 derniers matchs de la saison pour le FC Nantes. Et vous pouvez voir que ce n'est pas du gâteau, hein. On affronte littéralement le top 3 de Ligue 1 avec PSG, Lens et Marseille. On affronte des équipes vraiment bonnes cette saison comme Strasbourg ou Rennes.
Enfin voilà, c'est pas, on n'a pas un calendrier facile pour espérer nous maintenir sur les 9 derniers matchs. Mais donc, je vous ai fait 2 scénarios. Un scénario idéal où tout, comme par magie, tourne en notre faveur, où tous les poteaux qu'on a fait cette saison, bah, c'est des poteaux rentrants et pas des poteaux sortants, hein. Parce qu'on en a fait des poteaux, ça j'ai. Bref. Et un autre scénario un peu plus réaliste compte tenu de ce qu'on a proposé jusque-là. Donc, dans le scénario idéal, je dirais qu'on pourrait finir avec environ 12 points, avec des victoires évidemment face à Metz et Auxerre, mais aussi une victoire contre Toulouse et des matchs nuls face à Brest, face à Rennes et et un autre match nul, voilà, contre Strasbourg. Voilà, par exemple, environ 12 points. Ça, c'est vraiment le scénario idéal et déjà 12 sur 27, c'est pas énorme. Et quand ton scénario idéal, tu as même pas la moitié des points, voilà, c'est pas dingue. Ensuite, un scénario un peu plus réaliste, moi je dirais 6 points. Pas forcément 2 victoires face à Metz et Auxerre, mais par exemple une victoire face à Metz et 3 matchs nuls autre part. Voilà. Mais moi, pour être tout à fait honnête, je pense qu'on va prendre environ 6 points, à part si coach Vaïd a vraiment un impact énorme. Mais j'y crois pas énormément, même si je pense que, comme je l'ai dit, voilà, je le redis, il va apporter quelque chose, mais pas assez. Il va pas apporter assez et pas assez rapidement pour espérer nous maintenir dans cette mission qui est clairement une mission impossible, hein. On va pas se mentir, là, on est dans un film Mission Impossible et coach Vaïd, il est là, il fait faire de son mieux, mais est-ce qu'il va réussir à maintenir le club? Je sais pas. Mon avis final, c'est que Nantes va prendre quelques points, un peu plus que sur les dernières journées avec Cantari là, mais il va pas réussir à se maintenir parce que je trouve qu'Auxerre est meilleur que nous tout simplement. Je trouve qu'Auxerre propose un meilleur jeu et je pense qu'Auxerre va finir 16e, nous on va finir 17e et Metz 18e. Voilà, ça va rester dans cet ordre-là et on va descendre sans même pouvoir faire les barrages et tenter de nous maintenir face à une équipe de Ligue 2. Voilà, c'est mon verdict final. Je pense que Nantes va descendre en Ligue 1 et ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait En tant que supporter nantais, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une descente en Ligue 2, ça va faire du bien au club, etc. Non, moi, je pense que ça va être l'inverse. Ça va vraiment faire du mal au club qu'on descende. Mais c'est mon scénario. J'espère évidemment de tout cœur qu'on va se maintenir. Mais dans un scénario que je trouve plutôt réaliste, on ne va pas prendre assez de points par rapport à la GOCR pour les doubler. Et donc, on va rester à cette place de 17e. Voilà, c'est tout. Dites-moi, vous, votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Dites-moi si vous voyez Nantes se maintenir par les barrages, si vous voyez Nantes descendre, si vous voyez Nantes passer 15e ou plus. Voilà, tous les scénarios sont envisageables. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que la vidéo vous a plu. Donc, n'oubliez pas de me remercier en likant et en vous abonnant. Jana!